Yaorana, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici rassemblés donc pour parler pendant 2 heures quasiment de l'excellence pour la gastronomie, les arts de la table, la restauration polynésienne. Et nous avons pour cela un certain nombre d'intervenants et d'invités prestigieux. Et donc pour commencer cette séance, pour commencer cette discussion que nous allons avoir ensemble, sous vos applaudissements, j'aimerais que nous accueillions le président de la Société des meilleurs ouvriers de France, monsieur Jean-François Girardin. Donc on va commencer sur 2 petites dizaines de minutes avec toi, Jean-François, pour discuter un petit peu, te connaître un peu mieux la Société des meilleurs ouvriers de France. Et donc déjà, est-ce que tu peux, en quelques mots, déjà te présenter, nous indiquer, parce que tout le monde ne te connaît pas forcément, quel est ton parcours, quelle est ton expérience? Bonjour à toutes et à tous. Déjà, c'est un plaisir pour moi d'être ici parmi vous. Un établissement que j'ai découvert il y a déjà 4-5 ans, quand on avait créé une première sélection déjà avec un jeune qui a eu la chance d'être meilleur apprenti de France. Donc voilà, c'est très heureux d'être là. Pourquoi je suis là aussi c'est pour que ça continue, que ça s'amplifie. Et je suis président de la Société nationale des meilleurs ouvriers de France. Cette association reconnue d'utilité publique en 1952, qui existe depuis 1929. Donc vous voyez, une association qui a quand même du vécu. En 85, les meilleurs ouvriers de France, donc mes pères, ont voulu créer un concours pour les jeunes apprentis. Pourquoi ? Pour les fidéliser déjà à un métier qu'ils avaient déjà peut-être choisi, et puis aussi pour trouver dans ces jeunes gens des gens qui aiment la compétition qui fait partie de nos métiers, de notre vie, de toute façon, et qui soient reconnus, diplômés, médaillés. Et ces jeunes gens, après, qui continuent leur évolution dans leur métier, de manière à, peut-être 15 années plus tard, se préparer au concours un des meilleurs ouvriers de France, un concours, donc un diplôme d'État, bien sûr, qui fait concourir les candidats pour ce diplôme, qui est un des plus prestigieux de l'artisanat et des métiers. Ce concours de meilleur ouvrier de France est organisé environ toutes les 3 ou 4 années. Donc ceux qui n'ont pas eu la chance d'être reçus peuvent se refaire avec un certain temps de repréparation pour la session d'après. Donc ce concours de un des meilleurs apprentis de France, créé en 85, déjà dans des départements, puis dans des régions, en 2000, nous avions décidé de le faire national, de faire un concours d'apprentis qui est une sélection nationale, donc une 3e épreuve par rapport à celle de département et de région, pour avoir ce diplôme, ce concours de un des meilleurs apprentis de France. À l'époque, il y avait une 60aine de métiers. Aujourd'hui, nous en avons 121. Cette année, nous avons 6890 inscrits donc pour ces 121 métiers. L'année dernière, nous avions presque 20% de moins d'inscriptions, mais nous avions eu quand même 444 jeunes qui ont eu le diplôme et la médaille de un des meilleurs apprentis de France, dont 3 jeunes polynésiens, à laquelle on a remis officiellement leur médaille et leur diplôme vendredi dernier à la présidence, avec le gouvernement et le président bien sûr présents, et leurs familles, leurs amis, et beaucoup d'autorités locales. Pourquoi c'était en Polynésie ? Je pense que c'était de faire un clin d'œil aussi à la Polynésie, venir dire « vous avez bien travaillé, il faut que ça continue ». Ce concours, en France, il est ouvert à toutes les personnes qui sont en formation, aussi bien en alternance que dans un centre de formation ou une formation individuelle, il y en a quelques-uns.
On veut que ce soit ouvert à tous. Pour beaucoup de métiers, c'est moins de 21 ans. Et pour 18 d'entre eux, c'est moins de 23 ans. Bon, par exemple, barman, c'est jusqu'à 23 ans pour le problème d'alcool. Prothésiste dentaire, c'est pareil, c'est une formation complémentaire importante. Il faut des années d'études avant, etc., etc. Donc ce concours, il est ouvert pour faire reconnaître le talent souvent caché de jeunes gens comme vous, qui se trouvent très bien dans une profession, qui ont des capacités particulières, qui ont une dextérité dans leur métier, et pour les faire avancer beaucoup plus vite dans la profession qu'ils ont choisie. Un meilleur apprenti de France, il n'a pas de mal à trouver du travail, puisqu'il est repéré par beaucoup d'entreprises. Les entreprises aiment les gens qui font de la compétition professionnelle, parce que ça montre que vous êtes à fond dans votre métier, que vous voulez étudier, approfondir vos connaissances, et surtout vous faire reconnaître parce que vous êtes un bon parmi les autres. Ça, c'est très important. Et puis, vous savez, quand vous êtes bien encadré dans des entreprises de qualité, vous allez certainement apprendre beaucoup mieux votre métier et vous allez progresser, bien sûr, beaucoup plus vite dans votre profession. L'intérêt, c'est de faire comprendre à la jeunesse que la réussite, elle n'est pas comme ça, par le choix du hasard sur vous. Allez, je pense, proposer aux gens qui aiment travailler, qui travailleront beaucoup. Alors vous me direz, il y en a certains, ils vont travailler plus que les autres parce que ouais, ça rentre moins bien, mais c'est pas grave. L'intérêt, c'est de mettre tous les atouts de son côté. Quand vous êtes en compétition, vous allez forcément avoir des gens autour de vous qui vont vous conseiller, qui vont vous entourer pour que vous réussissiez le mieux possible. C'est ce qu'on appelle l'esprit d'équipe. Et l'esprit d'équipe, il est primordial pour plein de choses. Il y a aussi la vie. Il faut être raisonnable dans la vie, il faut prendre soin de sa santé. Donc, voilà, il faut prendre soin de son corps pour être le meilleur possible, le plus résistant possible, comme un sportif. Un sportif, il va faire ses compétitions, mais il ne va pas fumer le cigare à la fin du match, quoi. Il va faire tout ce qu'il faut pour qu'il soit dans de meilleures conditions possibles pour avoir les meilleurs résultats. Eh bien, dans le travail, c'est la même chose. Quand vous êtes en compétition, vous allez travailler beaucoup, vous allez passer beaucoup de temps. Eh bien, il faut prendre soin de vous, de votre alimentation, de surveiller votre santé. C'est important. C'est important. Et puis, bon, de toute façon, c'est toute la vie comme ça. Hein. Si vous voulez avoir une vie longue, il faut quand même protéger un petit peu ce qui peut dépérir le plus vite. En plus, j'ai eu une étude par 2 professeurs chercheuses, une de Lyon 2, une de la Sorbonne, qui ont fait une étude sur les meilleurs apprentis de France 5 ans après. Et cette étude a duré 6 années. Et on s'est aperçu que le premier choix de ces jeunes gens qui sont devenus meilleurs apprentis de France, eh bien, tout simplement, c'est de créer leur atelier, leur entreprise. La jeunesse d'aujourd'hui est dans l'entrepreneuriat. Donc elle représente bien l'époque d'aujourd'hui, elle représente bien ce que les jeunes, voilà, dire en métropole, mais dans le monde entier, en ce moment, ce qui les intéresse, c'est de pouvoir être assez bons, assez techniques, avoir assez de connaissances pour créer leur atelier, leur entreprise. Je pense que c'est un retour à l'artisanat, un retour que les chambres de métiers attendaient depuis très très longtemps. Et ces dernières années, on a vu un regain important pour la jeunesse de venir dans tous ces métiers d'art, dans ces métiers de l'artisanat, dans ces métiers du bâtiment, parce qu'il y a du travail, bien sûr, mais on veut aussi que vous soyez les meilleurs dans le temps, c'est-à-dire devenir chef d'équipe, pourquoi pas ingénieur, pourquoi pas créateur, etc. Parce qu'on a besoin d'une jeunesse qui soit créative, qui ait de l'ambition, et tout ça, c'est bon pour l'économie de votre pays, de notre pays. Et quoi de plus beau d'un jeune qui a appris un métier, qui a créé son entreprise,
qui fait de l'emploi autour de lui, qui crée des objets, qui construit des choses merveilleuses. Eh bien, c'est ça, être partisan d'un pays, d'une localité, de faire la vie comme on doit y réfléchir pour vous tous. Et notre ambition, nous, Meilleur de France, c'était de trouver les jeunes les plus compétents, les plus courageux, et ceux qui ont du talent, ceux qui n'ont pas aperçu qu'ils avaient peut-être encore du talent, mais leur proposer des compétitions justement pour sortir de l'ombre et devenir l'un des meilleurs. Voilà à peu près ce que nos aïeux ont pensé pour nous aujourd'hui, et je pense que ça a mis beaucoup de temps à revenir un peu d'actualité. Vous savez que depuis les années 70, 80, 90, l'artisanat et l'attirance pour les métiers, c'était pas vraiment le premier choix des jeunes, souvent par défaut ou par classement. Je pense que ça a été une très grosse erreur. On a besoin de gens intelligents dans l'artisanat, on a besoin de gens qui font des études, on a besoin de créateurs, on a besoin de gens qui font du style. Je pense au métier de la mode, je pense au métier d'art. La diversité est très très grande dans l'artisanat. Nous, aujourd'hui, on parle un peu plus des métiers du tourisme, de la culture culinaire. Ces métiers qui attirent les jeunes, qui quelquefois les rebutent après, parce que c'est pas facile ces métiers-là non plus. On a des horaires, on a du travail, beaucoup, intensif. Et moi, j'ai choisi la cuisine, j'avais 15 ans. Par hasard, j'ai vu une annonce dans le journal, et comme à l'école, j'étais pas trop bon, j'étais dyslexique un peu quand j'étais enfant, et c'était un peu compliqué. Et j'ai dit à mes parents, je veux faire la cuisine. J'ai vu qu'il y avait une annonce pour un apprenti. Donc mes parents m'ont accompagné chez ce patron, qui avait une étoile au Michelin, déjà à l'époque. C'était en 69, une belle année. Et mes parents ont dit, de toute façon, il va rester 15 jours, il va revenir, et puis on n'en parlera plus. Manque de peau, c'était quelque chose qui me plaisait complètement. Pourquoi ? Eh bien, parce que je vivais pas comme les autres gens. J'avais choisi une vie qui était complètement différente. Je n'irais pas travailler que le matin. Non, je travaillais le matin, le soir. J'avais jamais de samedi, dimanche, mais c'est pas grave. J'avais de lundi, mardi, tout le monde travaillait, j'étais tranquille. J'étais devenu quelqu'un de différent. Et c'est ça qui m'a fait choisir ce métier, parce que c'est vrai que c'est un métier différent, comme plein d'autres, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture, etc., etc. On a des horaires ou des modes de vie qui sont différents, décalés par rapport à la moyenne qu'on peut dire, qu'on peut appeler peut-être une moyenne, c'est pas sûr. Il faut vous sentir bien, il faut aimer ce que vous faites, et puis vous dire, de toute façon, je vais le faire un moment, puis on verra bien après. Et puis après, quand vous voyez que vous êtes bon, c'est pas facile au départ, hein. On ne vous le dit pas tout de suite. Mais quand vous voyez que vous avez des aptitudes, qu'on commence à vous donner des responsabilités, ah oui, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Et puis, vous savez, un apprenti, moi je suis rentré à 15 ans, 16 ans, il y avait un apprenti plus jeune qui rentrait. J'étais content parce qu'il était plus jeune que moi et j'en savais déjà beaucoup plus que lui. Je commençais déjà à m'intéresser, à transmettre ce que je savais, ce que j'avais appris. Et ça, la transmission de ce que vous avez appris, c'est formidable. De donner quelque chose de vous-même que vous avez appris, souvent avec peine, avec difficulté, et de le transmettre à quelqu'un de plus jeune. C'est là que vous allez comprendre que vous êtes vraiment utile. Voilà, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes quelqu'un qui peut apprendre quelque chose à quelqu'un. Et ça, on se dit, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Et plus tard, ça fait que s'embellir, que prendre de l'importance. Et puis après, il y a des filières. Alors, soit vous voulez aller à fond au sommet de votre métier, il faut travailler beaucoup, c'est passionnant. Nous, dans l'hôtellerie, la restauration, nous avons la chance, nous pouvons voyager dans le monde entier, découvrir le monde, croiser des gens importants, moins importants, des gens passionnants, faire notre vie, faire notre culture. Et là, si on n'a pas trop bien appris à l'école, après tout, c'est pas bien grave. La géographie, l'histoire,
Vous avez toute la vie pour l'apprendre. Et si vous en faites partie, c'est encore beaucoup mieux. Merci. Maruru, je vous propose, si tout le monde est d'accord, qu'on passe à la séquence suivante. Une première table ronde sur la question des concours. Et donc, pour discuter avec toi, Jean-François, je vais appeler quelques camarades que tu connais bien. On va appeler les dames d'abord. On va appeler Bénédicte Sauvage, qui est chef et propriétaire du restaurant Tahiti La Plage. On va appeler Gérard Caballero, le plus japonais des Savoyards ou le plus savoyard des Japonais, je ne sais pas trop. Tiao Mayari, également, chef et propriétaire du Maru Maru. C'est arrivé juste à temps. Jimmy Petit, également, propriétaire du bar à vin L'Ivresse. Et enfin, Pierre Lecorne, président de l'association Escoffier. Donc déjà, Maruru, merci à vous tous d'être là pour ces quelques minutes d'échange. Alors, on a une table ronde sur la question du concours d'excellence. Et donc, déjà, première question, il y a beaucoup de concours. Comment on les distingue? Quels sont ceux qui, d'après vous, sont intéressants, apportent pour notre jeunesse, pour nos professionnels, pour nos établissements peut-être, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient régionaux, qu'ils soient internationaux? Quels sont ceux que vous pourriez identifier, sur lesquels vous pourriez nous parler en quelques mots? Qui souhaite commencer? Bonjour à tous, bonjour à tous les élèves du lycée hôtelier. Eh bien écoute, des concours, oui, il y en a beaucoup, mais je pense que tous les concours sont importants parce que c'est une façon de se dépasser en tant qu'être humain. Et voilà, je pense que je vais faire une réponse brève et je vais laisser la parole à mes confrères. Bonsoir à tous. Donc, moi, c'est Jimmy Petit du bar à vin L'Ivresse. Donc, je rejoins ma chère confrère sur la partie concours qui est extrêmement importante pour se surpasser, pour sûr. Le plus important, et je rejoins ce que Monsieur Girardin disait, c'était surtout de faire ce qui vous plaît, de vous dépasser pour faire ce qui vous plaît. Je pense que c'est l'essentiel après pour arriver là où on veut aller. Donc faites ce qui vous plaît, mettez tout le cœur, votre âme. On est jeune pour ça, on est jeune qu'une fois, donc mettez tout ce que vous avez à donner pour arriver à vos fins. Et les concours peuvent être une manière d'arriver en fait totalement à ce que vous avez envie d'être et envie de faire après. Voilà. Bonjour à tous. Pour moi aussi, les concours sont très importants, ce qui permet un peu aussi de vous structurer dans votre chemin de route. Ça vous amène à des expériences, à partager aussi. Ce qui est important, c'est à partager avec, comme peut-être les MAF qui ont fait, partager avec déjà toute la métropole, avoir cet échange avec les autres élèves, parce qu'ici on est loin de tout, les autres élèves de d'autres lycées. Ça vous permet de faire des échanges. Les échanges sont importants. Parce que ici, c'est un peu petit quand même. On échange entre nous. Il y a un seul lycée. Enfin, il y a le lycée Saint-Joseph aussi. Mais c'est ce qui vous permet aussi surtout ça, c'est surtout au niveau de l'échange. Parce qu'après, ça vous permet aussi d'avoir de la réflexion sur ce que vous faites pendant le concours, sur ce que vous allez faire. Et peut-être essayer de vous projeter sur un avenir plus ou moins lointain, quoi. Je pense que le concours est plutôt essentiel pour ça, au niveau de la rigueur bien sûr, mais au niveau plutôt des échanges entre les individus, parce qu'on est très loin du tout et ça permet vraiment d'avoir une facilité d'échange, et ce qui est important parce que c'est vraiment ce qui nous manque ici en Polynésie. C'est important ce que tu dis, parce que c'est vrai que Tahiti est très très loin. Moi-même j'étais au lycée hôtelier à l'époque, en 88 au Taoné. Il n'y avait rien. Aujourd'hui, vous avez toutes les possibilités d'être en lien avec le monde entier. Et nous, on est là en tant que professionnels, anciens élèves du lycée hôtelier aussi, dans cette profession pour vous accompagner, pour mieux partir et vous préparer
à ce départ à l'étranger ou en France. Et c'est bien plus simple aujourd'hui. Et vous êtes tous capables d'arriver à partir et mieux revenir au Fénois avec des expériences uniques. J'en ai fait pour ma part l'épreuve, puisque je suis partie en France d'abord, à Lyon, à Paris, à New York, à Los Angeles, parce que c'est plus près de chez nous. Mais en tout cas, sachez que quand vous faites partie de ce métier, c'est des portes ouvertes, c'est une grande famille, c'est des portes ouvertes dans le monde entier. Donc allez-y, foncez, parce qu'aujourd'hui, c'est bien plus simple. Souvent, on parle de celui qui gagne. C'est la personne que l'on retient, que l'on retiendra. Mais il faut se dire aussi que quand on prépare un concours, on risque de perdre. Et c'est là où celui qui perd, qui se relève et qui gagne ensuite quelques années après, c'est là où on s'aperçoit que l'individu est fort. Donc moi, je pense, j'ai eu la chance de former 3 apprentis, enfin un peu plus, mais 3 apprentis qui ont été meilleurs apprentis de France, pas tout de suite. Et la difficulté, ça a été celle-là, de se relever. Parce que vous jaugez vos compétences par rapport à d'autres et tout d'un coup, vous dites, tiens, je suis peut-être pas au niveau. Ou pourquoi est-ce que j'ai subi cet échec? D'accord? Mais bon, c'est un échec, c'est un passage. On recommence, on se relève et on est plus fort. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Et notre métier, c'est pareil. On va crescendo et puis tout se passe bien en général. Mais ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation. Voilà. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Je rejoins tout à fait l'avis de mes collègues. Peu importe le concours, je pense que l'important, c'est déjà d'y participer. Ce que vient de dire Gérard, c'est tout à fait ça. C'est qu'on n'y va pas forcément pour gagner, mais on y va déjà pour se confronter et voir un petit peu le niveau. On est ici en Polynésie où c'est vrai que tout est fermé. Que ce soit les concours des MAF ou des jeunes disciples d'Escoffier, par exemple, on a le meilleur exemple qui est un de vos camarades, Thomas, qui est quand même parti se mesurer en Asie, où personne ne connaissait vraiment la Polynésie, on ne va pas s'en cacher, qui remporte la médaille d'or. Et là, tout le monde ouvre les yeux. Là, tout le monde réalise. Je ne vais pas parler que de Thomas, mais je pense que c'est notre métier, c'est une remise en question permanente. Et qu'on a souvent ce défaut de se retrouver enfermé dans sa bulle, de voir ce qu'on est capable de faire, nous, et sans forcément voir ce que fait l'autre. Et les concours permettent ça quand on est jeune, et je pense que c'est important d'aller regarder ce qui se passe ailleurs, de se remettre en question, et c'est ça qui nous fait évoluer. Voilà. Maruru, peut-être Jean-François aussi, est-ce que tu peux nous dire 2 mots peut-être sur l'un des concours les plus renommés, je crois, mondialement, qui est celui du Bocuse d'Or? Le Bocuse d'Or, c'est un concours international, bien sûr, qui a des sélections déjà par pays, puis par continent, puis après international. C'est un concours qui est certainement le plus important au monde, mais qui demande aussi un investissement aussi bien humain que financier très important. Donc c'est pour ça qu'on voit que les principaux vainqueurs, c'est beaucoup de pays nordiques. Pourquoi ? Eh bien parce que ces pays nordiques, il y a 20 ans, 30 ans, on ne les connaissait absolument pas. Au point de vue gastronomie, ce n'étaient pas vraiment des gens très cotés. Et leur gouvernement a décidé d'investir énormément dans ces équipes de compétition culinaire pour donner une identité à leur pays. Et aujourd'hui, quand on voit les pays scandinaves, le nombre de 3 étoiles ou même de 2 étoiles qu'ils ont aujourd'hui, c'était des choses qui étaient impensables il y a 30 ans. Et ça fait attirer beaucoup de tourisme chez eux. Et c'est pour ça que ces pays scandinaves sont souvent dans les premières places, parce qu'ils ont compris très vite, avant tous les autres, même les États-Unis étaient longtemps derrière, ou le Japon, qui sont quand même des équipes très fortes également, que l'identitaire qu'on donnait à ce concours était sur un plan international. Et quand vous parlez d'un Bocuse d'Or dans un pays nordique, les gens dans la rue savent ce que c'est. On sait que c'est quelqu'un de très important.
En France, quand vous parlez du Bocuse d'Or, si vous n'êtes pas quelqu'un d'averti dans le monde de l'hôtellerie ou de la restauration, personne ne le connaît. Parce que notre pays n'a pas su mettre en valeur à fond l'esprit du pays derrière cette équipe. Le Bocuse d'Or, c'est la cuisine, bien sûr, mais c'est aussi tout ce qui est communication, c'est ce qui est aussi de l'innovation des arts de la table, c'est ce qui est le design, le style d'un pays. Tout ça, ça fait partie du concours. Donc ça mobilise, pour les grandes équipes, quasiment 60 personnes. Donc, oui, on est dans une dimension extrême. Alors c'est très bien, parce que ça fait bouger les autres pays, dont la France. On a compris qu'on était un petit peu en retard et que la méthode de management du Bocuse d'Or des années 90 est complètement révolue. Donc, déjà au dernier concours, il y a eu donc une remise en question de l'organisation et puis aussi une participation de l'État, des régions surtout, enfin de la région Auvergne-Rhône-Alpes en particulier, pour donner un centre vraiment d'entraînement, comme il y a des centres d'entraînement pour plein de sports de haut niveau, pour pouvoir rassembler les gens de valeur qui peuvent apporter leurs connaissances et leur créativité. Parce que Bocuse d'Or, c'est énormément de créativité. C'est pas de faire comme le voisin la dernière fois. C'est de trouver quelque chose de nouveau. Quelque chose qui soit avec l'esprit du jour. On l'a bien vu au Bocuse d'Or pour la France, quand Davy a gagné. Les plats qui étaient dans les petits packages pour emporter, on a eu les meilleures notes du monde parce qu'il y avait une équipe qui avait travaillé sur le packaging de ce repas et parce que des métiers différents étaient amenés justement à cette compétition. Il y a eu donc une meilleurier de France en marqueterie de paille qui a trouvé un emballage extrêmement vert, puisque c'était de la marqueterie de paille, du tressage de paille, donc quelque chose qui était dans toute l'écologie qu'on pouvait espérer, mais avec un style et un art qui était tout à fait particulier, qui a surpris le monde entier. Et c'est ça aussi le Bocuse d'Or, c'est étonner le monde de ce que votre pays peut apporter à un concours. C'est vraiment le concours le plus extrême. Alors, le concours des meilleurs de France, c'est complètement autre chose. Vous avez un thème, toujours très difficile, très technique, à faire en très peu de temps, et puis vous avez intérêt à faire ce qu'on vous demande. Parce que bon, si vous faites autre chose de ce qui est demandé, vous n'allez pas avoir les meilleures notes. Et la compétition est très dure. Je sais qu'au dernier concours de MOF Cuisine, je crois qu'il y en était près de 480 inscrits, et vous en avez quoi, 6-7 qui ont le titre à la fin. C'est pas beaucoup en pourcentage. Mais il a été décidé que ceux qui étaient reçus étaient vraiment les notes les plus hautes et qui méritaient de voir ce diplôme d'État qui va leur permettre de continuer leur carrière. Alors vous me dites, il y en a qui ne l'ont pas, ils continuent aussi, bien sûr, heureusement. Moi j'ai vu des candidats qui avaient 2 étoiles au Michelin qui n'ont pas été en finale. Parce qu'un concours, c'est aussi de la compétition, du sport, de l'entraînement. La force en soi, le moral, le mental est extrêmement important. Chose qu'on ne mesurait pas trop avant. Donc tout ça, c'est un concours et c'est de la compétition. Et même si vous allez dans des petits concours, je pense pour les gens de moins de 25 ans ou autres, ça fait rien. Il faut mettre toute votre énergie, toutes vos capacités, tout ce que vous pouvez de votre côté. On ne gagne pas tout le temps, vous ne gagnerez jamais tout le temps, ça n'existe pas. Mais quand on fait une compétition, qu'on n'a pas arrivé vraiment à la place où on aurait voulu, et qu'on a compris tout ce qui n'allait pas, vous avez gagné déjà plein de choses. Vous avez gagné le savoir qui vous était pas encore attribué et que vous avez compris, qui vous fera évoluer encore plus vite. Donc si je retiens un petit peu ce qui a été dit, l'ouverture, c'est prouver, faire rayonner également une destination, un pays, une forme de gastronomie. Alors
J'ai bien compris que la Polynésie n'allait pas présenter une équipe au Bocuse d'Or l'année prochaine. Ça serait un peu compliqué, sans doute. Mais donc, du coup, pour nos jeunes Polynésiens, pour nos apprentis, mais également pour nos professionnels, ceux que vous êtes et vos confrères, du coup, est-ce que vous arrivez à monter des équipes? Est-ce que vous arrivez à avoir ce type de projet, d'amener vos employés, les jeunes que vous repérez, vers ces types de concours? Est-ce que ça apporte quelque chose ici à vos établissements, ou quelqu'un qui aurait été diplômé ou qui aurait fait les concours dans le cadre de sa scolarité, est-ce que vous allez l'embaucher de manière préférentielle sur d'autres? Quel rapport vous avez en tant qu'entrepreneur? Je parle notamment à nos amis qui ont des entreprises ici à Tahiti. Quel est votre rapport en tant qu'entrepreneur vis-à-vis de ces concours, et comment vous vous engagez ou vous souhaiteriez pouvoir le faire dans ces démarches? Écoutez, en tant qu'entrepreneur, oui, on est là pour accompagner ces élèves, et c'est toujours, même pour nous, hein, c'est très important de pouvoir aller au bout de... Moi, j'ai accompagné une personne à faire le concours du meilleur pâtissier de Polynésie. Elle était que chef de partie. On a appris tous nos dimanches, après le service, tous les lundis, non-stop. Et on a fait ça pendant des mois avant le concours. Elle n'était pas chef, elle a concouru avec des chefs de Bora Bora, de Tahiti, et elle a gagné. Donc c'est sûr que c'est une fierté, même pour nous, qui ne vont plus faire ces concours, puisqu'on a une entreprise et on est très très pris par ailleurs. Mais au-delà de tout ça, moi je serai toujours... je serai toujours présente pour aider celui qui a envie d'avoir une médaille, de concourir, d'aller plus loin, parce que ça a été ma passion, parce que j'ai pas pu faire de concours, parce que j'étais très très jeune chef d'entreprise à l'âge de 24 ans. J'ai pas eu cette chance de pouvoir partir comme vous, et je pense que partir quand vous êtes jeune et avoir cette chance-là avant d'être entrepreneur, avant d'avoir votre entreprise, c'est chouette. Mais aujourd'hui, je regrette rien, parce que j'ai accompagné pas mal de jeunes dans la transmission, et certains d'entre eux ont gagné. Donc c'est sûr que c'est une satisfaction en tant qu'entrepreneur, mais aussi pour les élèves, et moi je serai toujours là pour eux, jusqu'à mon dernier souffle, puisque c'est un métier de passion. Et voilà, je peux vous laisser la parole, mes confrères. Super, c'était bien dit. Du coup, pour rejoindre encore une fois tout ce que dit Bénédicte, donc nous, sur le bar à Valivres, on a eu la chance d'accueillir Honoéré. On n'a pas eu son collègue qui est là. Elle est en stage actuellement au Cheval Blanc. Et du coup, tout ça pour dire, il y a un concours effectivement, mais il y a un avant-concours surtout, c'est le plus important. Je reviens, pour moi c'est vraiment l'essentiel, c'est l'envie de vouloir le faire ou pas. Concours ou pas concours aujourd'hui. Il y a un avant-concours. L'avant-concours, c'est là où on donne tout. Les préparations, on parle des dimanches, on parle du nombre de fois on a travaillé. À partir du moment où la personne a envie, elle peut aller là où elle a envie d'aller, avec des défaites, comme on a pu en parler, ou des victoires. C'est toujours mieux quand c'est des victoires, hein. Je suis moins Coubertin, moi j'y vais pour gagner, mais c'est des mentalités, et il faut y aller dans tous les cas. Et ce que je veux dire par là, pour revenir sur le concours et sur la partie entrepreneuriale, aujourd'hui on prendra un maximum de personnes qui ont envie. Moi je ne suis pas restaurateur, hein, je suis dans le métier du vin, vraiment essentiellement sur le vin. Et il y a tous les meilleurs aujourd'hui ici en restauration qui sont représentés. Et la partie vin est une grande partie de la restauration. Et voilà, nous on est vraiment là pour accompagner, en tout cas de façon pratique. Après tout ce qu'on apprend en théorie, on est là, on a tous les outils pour, je parle beaucoup aussi d'établissements, pour pouvoir accompagner les élèves qui ont vraiment envie d'approfondir en gros leur métier, puis de participer à des concours au besoin. Le plus important, c'est de revenir après le concours, parce qu'on a besoin de beaucoup de personnes aussi ici dans nos secteurs d'activité. Partir en métropole, se former, évidemment, c'est hyper important. Aujourd'hui, on a clairement besoin de personnes formées pour continuer notre métier, parce que tout seul, on peut aller vite, ensemble, on va plus loin, comme disait un célèbre proverbe. Donc, en gros, il nous faut on a besoin tous de personnes qualifiées. On est là pour former, prendre le temps avec chaque personne, comme certains, et je pense que ça serait intéressant d'avoir l'avis aussi de certaines personnes récemment couronnées sur ce secteur d'activité localement. Donc voilà, on est là, et il faut vraiment ne pas hésiter, ne pas être timide comme on peut l'être dans certaines mentalités. Donc l'idée, c'est vraiment d'y aller à fond et d'avoir surtout envie, et puis il y aura toujours des formateurs pour vous accompagner. Et au Maru Maru, du coup, est-ce qu'on embauche que des vainqueurs aussi?
Alors, sur la partie vainqueur, c'est vrai que je suis pas revenu. Pour moi, non, pas du tout. Pour prendre l'exemple très concret de Hono Iri, elle avait sa promesse d'embauche avant de partir. Elle l'a toujours. Elle a voulu même rester à l'Ivresse. On l'a incité vraiment à partir en stage au Cheval Blanc et de vivre des expériences. Notre risque, c'est qu'elle reste là-bas pour nous, mais c'est pas nous la priorité, c'est elle. Si elle a envie de rester là-bas, évidemment, ça sera avec grand plaisir. Mais aujourd'hui, si, donc je parle vraiment d'un cas concret, elle revient demain, avec ou sans concours, elle a eu le MAF, donc très bien. Mais si elle ne l'avait pas eu aujourd'hui, on l'aurait dans tous les cas prise avec nous parce qu'elle avait envie d'être formée, elle est passionnée par le secteur d'activité dans lequel elle se penche, elle est avec nous les soirs, elle travaille en extra, elle est là le dimanche matin s'il faut. Donc à partir du moment où il y a la motivation, je pense que pour nous, c'est juste du pain béni à pouvoir accompagner ces personnes-là. De mon avis. Pour ma part, j'ai accompagné une qui s'est présentée au MAF en 2022, je pense, en cuisine froide. Bon, elle nous a pas ramené le premier prix. Bien sûr qu'on est là pour accompagner les élèves et surtout pour le recrutement aussi après, c'est important. De toute façon, le secteur est pourvoyeur d'emploi. Ce qu'il faut savoir, c'est que, en tout cas, le secteur polynésien est pourvoyeur d'emploi. Il manque quand même essentiellement de la main-d'œuvre. Mais ce qui est important, pour moi, le plus important quand on fait des concours, c'est de voir ça comme une porte d'entrée vers un passage à l'étape supérieure. Parce qu'il faut pas s'arrêter à ok, j'ai gagné le MAF et j'ai plus rien à faire. Alors que le secteur est pourvoyeur d'emploi, vous pouvez voyager. Et moi, ce que je pense qu'il faut marteler, c'est que c'est comme passer le bac ou le BTS. Vous ouvrez une porte vers une autre porte. Et c'est ce qui est important dans les concours, c'est que ça vous permet d'ouvrir plusieurs portes et en plus d'avoir plusieurs portes ouvertes. C'est ça qui est important, c'est que avec un concours, avec une ligne en plus sur votre CV, ça permet d'avoir plus de propositions, on va dire, d'emploi ici ou ailleurs. Pour moi, c'est ce qui est important en tout cas. D'avoir le choix, de s'ouvrir des choix. Et donc justement, Gérard aussi, parce qu'on parlait de rayonnement, tu as une grande expérience dans le Pacifique et au niveau océanien. Et donc du coup, est-ce que toi, tu as vu aussi des concours dans la région qui pourraient être intéressants pour les Polynésiens Oui, effectivement. Déjà, pour revenir sur ce dont on parle, pour une entreprise, investir, parce que c'est investir dans un jeune MAF, il me semble que c'est très très important. C'est très important pour deux choses. La première, évidemment, afin que ce jeune-là puisse évoluer dans son métier, à savoir que c'est pas parce que vous êtes MAF que c'est une fin de carrière, pas du tout. C'est là où tout commence. C'est comme quand vous êtes MOF. C'est à partir du moment où vous avez le col tricolore, enfin nous on ne le voit pas notre col, mais tout le monde nous regarde, donc on peut plus faire n'importe quoi. Il faut qu'on soit toujours mesuré. Et le MAF c'est pareil. C'est pas parce que vous êtes MAF que vous savez tout. Non, c'est parce que vous êtes MAF, c'est un tremplin. Vous l'avez réussi avec succès, c'est génial, mais tout commence. Et pour une entreprise, investir dans un jeune comme ça peut être un moteur pour une brigade. Alors attention, c'est pas une star, on n'embauche pas une star, on embauche un jeune qui a certaines compétences. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir, surtout. Et comme je disais, c'est une locomotive. Voilà, c'est sous cet angle-là qu'il faut le percevoir. Oui, alors effectivement, moi j'ai eu la chance de participer à l'ouverture du lycée hôtelier de Tahiti, école hôtelière maintenant, de 2002 à 2006, on a fait l'ouverture. C'était génial. Et en 2005... il y avait le challenge international du Pacifique Sud des écoles hôtelières. Et Tahiti, deux jeunes élèves à moi, on a participé, c'était à Brisbane. Et je me rappelle, donc on les a entraînés, parce que je ne suis pas tout seul. Quand vous entraînez quelqu'un, on essaie de colporter un peu les avis de tout le monde pour avoir le meilleur des résultats. Et nous sommes allés à Brisbane, évidemment, quand on arrive en Australie avec le Japon, Taïwan, les Australiens, la Nouvelle-Zélande. Quand on est arrivé, Tahiti, tout petit pays, petite île, qu'est-ce que c'est que c'est ? D'où ils viennent, ceux-là ? Ils ont des chemises rouges à fleurs, pétantes, en short, en sandales, alors qu'il faisait très froid. À Brisbane, il faisait très très froid, enfin bon bref. Et puis on a gagné, tout simplement. On est revenu, on a gagné. On a gagné pour deux raisons. Comme disait Jean-François tout à l'heure, c'était la créativité. Les élèves avaient envie.
hein. Et tout au long de notre parcours de préparation, eh bien, on essayait de ne pas faire ce que l'on peut voir ailleurs. On a travaillé évidemment avec les produits locaux, etc., et ça a fonctionné. Et je crois, dans ce genre de concours internationaux, ce qu'il faut, c'est se démarquer par X, Y, produits, techniques, etc. Voilà, ça fonctionne. Maruru, avant de passer peut-être à une ou deux questions de la salle, peut-être dire un mot sur Escoffier, nous rappeler, nous évoquer ce que c'est. Auguste Escoffier, pour ceux qui ne connaissent pas, on l'appelait le roi des cuisiniers, le cuisinier des rois. C'est un petit peu, à mon sens, et au sens de beaucoup de cuisiniers, celui qui a structuré la cuisine, comme on l'entend aujourd'hui, la cuisine française, qui a mis en place des termes qui sont propres un petit peu à l'armée, tels qu'une brigade, un coup de feu. C'était un métier qui était très dévalorisé, comme l'a rappelé Jean-François précédemment. Pour la petite histoire, c'était quelqu'un qui était vraiment humain. Quand on lit un petit peu et qu'on s'intéresse à Auguste Escoffier, c'est quelqu'un qui a mis en place le chômage avant qu'il n'existait pas. Quand il y a eu les guerres, il a gardé les postes pour ses ouvriers. Quand ils sont revenus de la guerre blessés, il a versé des rentes à ses familles, à leurs familles. Et voilà, il a fait passer pour moi des valeurs qui sont fondamentales, qu'on fasse partie de l'association ou pas. Je pense que chaque cuisinier se reconnaît dans ces valeurs-là, telles que la transmission et le partage. On est un métier où on travaille dans l'ombre, on donne et on crée sans voir forcément le résultat. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus, les cuisines sont ouvertes, donc on peut voir le sourire sur les gens. On peut le voir quand on fait des concours ou quand on fait des masterclass, mais on est quand même dans un métier où on donne sans recevoir. Et pour moi, c'est la base. La délégation polynésienne, elle est toute jeune. On la doit à Christian Fréchette, que vous connaissez très certainement. Et on est là pour lui rendre hommage aussi à travers cette association. Sinon, l'association des disciples d'Escoffier, elle fêtait son anniversaire hier, elle a 70 ans. Elle a été créée il y a 70 ans en France. Et par rapport à la petite distinction qu'on peut faire peut-être avec les MOF, c'est qu'elle est à l'international. Lors des concours, par exemple, on va représenter une quarantaine de pays. Donc quand on envoie un jeune comme Thomas ou comme d'autres, c'est pas pour être dans un concours seulement pour la France, mais avec tous les pays du monde. On a eu l'occasion l'année dernière avec le chef Frédéric de représenter humblement la Polynésie. Ils ont réussi à ramener 46 duos de chefs de nationalités différentes autour d'un même endroit pour cuisiner des recettes. Alors, chacun réinterprétait. Donc nous, on était par exemple en binôme avec un chef marseillais. Donc on est parti sur la dorade de Marseille, le maï-maï d'ici. Et voilà. Ouais, là, ça, on aurait pu aussi. On aurait pu faire avec le Haturé, par exemple, ici. Et voilà. Donc c'est une association qui est là pour venir en aide aux jeunes, qui a, comme toute association, un but caritatif derrière et pouvoir soutenir d'autres associations. Mais c'est surtout, et je pense que c'est le mot d'ordre ici, et prend tout son sens en Polynésie, c'est de rassembler les gens et de les connecter les uns les autres. Énormément de personnes, moi je suis ici que depuis 7 ans, mais ce qu'on remarque, c'est qu'il y a énormément de gens qui se donnent corps et âme dans leur métier ici, et peu importe ce qu'ils font, de la cuisine, de la salle, de l'agriculture, et ces gens-là travaillent tous dans l'ombre. Et il manque aujourd'hui ce réseau, ces mains tendues pour les mettre en relation et se dire mais c'est super ce que tu fais, et j'ai envie de proposer ton produit, j'ai envie de l'utiliser. Voilà. Donc voilà pourquoi on est là aujourd'hui, et j'espère encore longtemps. Mais en tout cas, l'énergie est là pour ça. Maruru, est-ce que dans la salle, déjà, il y aurait une ou deux questions complémentaires ? Est-ce que vous souhaiteriez rajouter, avant qu'on passe à nos témoignages de nos jeunes, est-ce que vous souhaiteriez ajouter quelque chose avant qu'on passe à l'autre table ronde ? Je voudrais juste rajouter quelque chose, enfin faire deux parallèles. Le premier, si aujourd'hui, nous, on fonctionne comme on fonctionne en cuisine, c'est grâce à lui. Il a codifié le travail en cuisine, d'accord ? Donc ça, c'est lui rendre hommage. Et le deuxième parallèle, un petit clin d'œil rigolo, c'est qu'il a un point commun avec Jean-François. Escoffier a commencé au Ritz, et Jean-François a fait quand même 32 ans au Ritz, comme chef. Par accident. Voilà. Parfois, il y a de beaux accidents. Voilà. Bon, moi, je suis d'une génération où on prenait l'apprentissage très jeune, je vous dis à 15 ans,
Et puis après, on était, dans ma génération, des gens qui restaient souvent très longtemps dans des établissements, souvent des établissements de très haut de gamme. Pourquoi ? Parce que c'est des établissements qui ont plusieurs casquettes, hein. Il y a souvent plusieurs restaurants, plusieurs fonctions qui sont en restauration proposées aux clients et autres, et l'événementiel en particulier. Et dans ces grands palaces-là, on fait souvent de l'événementiel qu'on ne ferait pas ailleurs, parce qu'il y a des moyens importants, parce qu'on a des clients qui sont prêts à payer le prix justifié par ces missions qui nous sont confiées, et que le temps passe très vite. Moi, je sais que j'ai travaillé plus de 30 ans dans le même établissement. Pourquoi ? Parce qu'on avait fini une mission, on en avait une derrière, et c'était autre chose. Après, il y a des ouvertures de différents restaurants, et puis après, bon, moi, je suis passé dans l'encadrement, je suis passé dans la gestion. Ouais, c'est des choses qui... Tous les ans, on avait des choses un peu qui graduaient un peu, des choses complémentaires. Et je vais vous dire une chose, quand j'étais tout jeune, j'étais pas très bon à l'école, ça je vous l'ai dit, et ça se voit encore. Et un jour, je suis rentré au compagnonnage, et on avait quand même des textes à faire. Et là, mon parrain de compagnonnage me dit, bah, écoute, c'est pas possible, tu fais vraiment trop de fautes d'orthographe et autres, on peut pas continuer comme ça. Tu vas jamais évoluer, tu vas jamais pouvoir écrire un compte-rendu, hein, écrire un menu correctement. Je dis, tu vas être la risée de tout le monde. Je dis, il faut que tu reprennes des cours de français, de mathématiques. Il y a 20 ans, je suis retourné à l'école, en plus de mon travail, bien sûr, pour réapprendre les maths et puis après le français correctement. Bon, maintenant, je me débrouille pas mal, j'aime beaucoup écrire d'ailleurs. Mais ça a été pour moi une liberté de pouvoir m'exprimer et de pouvoir faire les choses. Puis après, je suis rentré dans un grand hôtel à Paris, qui était l'Intercontinental à l'époque, donc c'était en 78. Et l'Intercontinental, c'était donc la Paname, hein, une grosse société américaine. Et il y avait déjà l'organisation des ratios, de l'organisation comptable des services, des marchandises. Et donc, voilà, j'ai appris ça très très vite. Et comme je faisais beaucoup de pièces, disons, artistiques, mon double poste était le bureau et les pièces artistiques. Et au bureau, j'ai appris la gestion, j'ai appris l'organisation. Et ça a été pour moi un coup de tonnerre énorme dans ma formation. Puisque dès que j'ai quitté cet établissement, j'étais pris par d'autres, j'étais repéré tout de suite. Et ça m'a fait progresser énormément pour devenir cadre supérieur, et parce que j'avais appris justement des choses que les autres ne connaissaient pas. Après, ça s'est arrangé avec les années, mais j'ai eu la chance de gravir les échelons comme ça, et tous les ans, il faut vous dire qu'il faut que vous appreniez quelque chose de nouveau. Il ne faut pas dire je sais tout, c'est pas vrai. Vous ne saurez jamais tout, il faudrait 4-5 vies pour le savoir, et encore. Donc il faut progresser, apprendre des choses nouvelles, se faire valoir, se faire apprécier aussi, et peut-être devenir indispensable dans une société, dans une compagnie, parce qu'on vous confiera des postes importants, parce que vous savez gérer, organiser, créer, et puis aussi être humain, parce que notre travail, c'est l'humanité aussi. On l'a un peu oublié dans notre métier. On a eu des tortionnaires. Bon, il y en a beaucoup qui sont condamnés, c'est bien fait pour eux. Je veux dire, je ne pardonne pas ce genre de choses. Quand on apprend un métier à quelqu'un, on doit l'apprendre humainement. Bon, on peut peut-être lui dire quelquefois des mots un peu plus forts, mais on ne doit surtout pas le toucher ou autre. Ça ne doit pas exister. Je l'ai vu, ça existe encore. Je fais une campagne d'ailleurs contre ce genre de choses, parce que ce n'est pas en brutalisant les gens que vous allez leur apprendre quelque chose. Au contraire, vous apprendrez à quelqu'un au maximum de choses si vous le mettez en confiance. Si justement il se sent proche de la personne qui va lui transmettre quelque chose, il apprendra beaucoup plus vite et il donnera beaucoup plus de succès après. Voilà. Madoudou, pour revenir du coup à notre ordre du jour et aux questions des concours, en tous les cas, merci pour ce témoignage. Juste avant de clôturer la table, peut-être vous avez un mot à ajouter ? Jimmy, Théo, non plus, Bénédicte ? Faites ce métier avec beaucoup d'humilité,
de la passion. La passion va venir aussi par la suite parce que vous allez vous intéresser à ce métier. Il est large d'expérience. C'est pas forcément la gastronomie. Il peut y avoir des choses beaucoup plus simples. Moi, je suis ici aussi. J'ai démarré comme vous, très simplement, dans une enseigne qui est mondialement connue, qui est McDonald's. J'en ai pas honte parce que ça a été ma première école, ma première grande école de gestion. Donc, c'est sûr que ce n'est pas de la cuisine, c'est de l'assemblage de produits, mais ça a été pour moi une école de gestion. Donc, tout parcours peut être atypique, mais ce qui est important, c'est d'aboutir à quelque chose que vous aimez, parce que faire un métier que vous aimez chaque jour, c'est tellement exceptionnel. C'est pas donné à tout le monde, mais si, c'est donné à tout le monde. On peut tous arriver à aimer ce que l'on fait et ne pas subir ce que l'on fait. Ça, c'est super important. C'est très, très important. Ok, ben Maruru, merci beaucoup. Je crois qu'on peut les applaudir. Donc si je résume, quel que soit le concours, faites des concours, devenez des sportifs, ayez une bonne hygiène de vie et ouvrez-vous toutes les portes possibles pour ne pas subir par la suite et avoir le choix. Juste pour illustrer ces propos avant de passer à la table ronde d'après, on a un certain nombre de personnes qui ont fait des concours parmi nous et qui peuvent témoigner de leurs expériences à eux. Donc je crois qu'on a Maëlys. Donc, Maëlys Ménil qui est médaille d'or en 2022 du concours des meilleurs apprentis de France, des MAF, en art de la table, lauréate du concours aussi Trophy Table Arts, TTI, en 2023 à Tahiti. On t'écoute. Merci déjà à tous d'être présents aujourd'hui. Moi, je vais faire court aussi. Le monde du concours, c'est un monde, on va dire, où tout le monde peut participer puisque ça demande du travail et qu'avec de l'investissement et avec de la volonté et du travail, on peut tous y arriver. Donc, tous ceux qui souhaitent participer à des concours, je vous encourage à le faire parce que ça vous apportera des choses dans votre quotidien. C'est pas que du savoir-faire, c'est aussi du savoir-être. C'est aussi, comme vous avez pu quasiment tous le dire, du mental parce que la compétition, ça demande du travail sur soi-même. Voilà. Merci. On a également Kaonui Goding, qui est médaille d'or 2023, là aussi des MAF en art de la table. Vous pouvez l'applaudir. Eh bien, pour ma part, les quelques mots que je pourrais dire, c'est peut-être vous rejoindre tous, garder cette hargne en vous, car en effet, comme Maëlys vient de le dire, c'est énormément de travail, beaucoup de doutes, d'entraînement, de fatigue, d'investissement humain. Mais il ne faut pas abandonner, car justement, à la fin, vous êtes forcément récompensé. En ayant gagné ou perdu, vous gagnez toujours de l'expérience. Voilà. On a également Thomas Teikitoe, lauréat du concours Escoffier 2022. Donc, merci à tous. En tout cas, j'aimerais remercier Ina Grépin pour l'invitation, ainsi que M. Lasserre. Donc, c'est vrai que le monde du concours, c'est beaucoup de volonté, parce que vous vous rendez compte que moi, du fin fond des îles Marquises, il est venu me chercher à tout pour faire ce concours. Donc, c'est beaucoup de volonté, beaucoup de temps également. Parce que moi, ça a été difficile parce qu'au départ, je n'avais pas de coach. Donc, il fallait jongler avec Mme Natois, que je remercie également, qui a bien voulu m'entraîner pendant un certain bout de temps. Mais pour moi, c'est aussi de l'envie, de l'investissement personnel et financier également aussi. Et en tout cas, pour moi, ça a été une très belle expérience. En tout cas, l'association des disciples d'Escoffier que je remercie aujourd'hui, parce que c'est à cette association que je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Donc, et puis, j'encourage aussi la jeunesse polynésienne.
Donc, quel que soit le concours, MAF, Escoffier, le but étant de prendre du plaisir aussi, parce que les concours, c'est aussi un moment de plaisir et de partage. Et puis, voilà, beaucoup de courage et de volonté. Maruru. Du coup, vous êtes prêts tous les trois à repartir sur de nouveaux concours dans les années qui viennent? Ils n'ont pas dit non. On a également Cédric Robin, chef du HEI, et qui a été... qui a été sélectionné 2 fois pour la finale du championnat du monde du meilleur pâté en croûte à Lyon 2022 et 2023, donc chef. Bonjour, voilà, oui, comme tu viens de le dire, j'ai fait 2 fois le concours, donc j'ai gagné 2 fois la sélection ici. Après, c'est une fois en France que c'est un peu plus compliqué. Je pense que pour ce genre de concours, ça demande peut-être un encadrement financier beaucoup plus important. Parce qu'ici, ça va, une fois en France, après, on est un peu livré à nous-mêmes, malheureusement. Mais on ne perd pas espoir et on espère que par la suite, on arrivera à faire quelque chose. J'espère me représenter une prochaine fois, pas cette année. Cette année, voilà. Ensuite, oui, pour les jeunes, je pense que c'est bien le concours de MAF, tous les concours qu'il peut y avoir. Moi, malheureusement, j'ai pas eu la chance de pouvoir faire le MAF. J'aurais bien voulu le faire, mais j'ai commencé la formation hôtelière trop tard, j'étais trop vieux. Et donc du coup, j'ai pas pu y aller, mais j'encourage vraiment les jeunes à faire ce concours, tout type de concours. Après, bon, faut peut-être, ça demande de l'entraînement, de l'engagement. On gagne pas forcément. Voilà, moi j'ai pas gagné. Première sélection, j'ai perdu. La deuxième, j'ai gagné. La troisième, j'ai gagné. Mais après, en France, je n'ai pas gagné. C'est pas pour autant que je baisse les bras. J'ai vu ce qui allait pas, ce qu'il fallait rectifier. Donc c'est une remise en question et puis peut-être du travail à faire pour se repréparer pour une prochaine fois. Voilà. Mais en tout cas, j'encourage les jeunes à aller en concours et à se confronter aux autres pour voir le niveau qu'ils ont aussi. Et pas hésiter à aller à l'étranger pour se former. Par exemple, voilà, moi j'ai fait ma formation ici au lycée hôtelier comme eux. Et après, je suis parti travailler en France. Donc j'ai travaillé à Paris, puis dans le sud de la France. Et je suis revenu depuis quelques années. Et voilà, je suis en poste donc chef au restaurant HEI. Voilà. Maruru, j'espère que parmi vous, je ne sais pas trop, est-ce qu'il y en a qui ont envie du coup de s'intéresser à cette question du concours MAF? On t'écoute. Alors, bonjour, je m'appelle Teriete Hivaokalani et j'ai également participé à un concours qui était celui du meilleur apprenti de France en boulangerie-pâtisserie. Malheureusement, je n'ai pas pu aller concourir en France, je suis arrivé en médaille d'argent. Mais moi, cette année qui suis en mise à niveau et l'année prochaine en BTS, j'aimerais vous demander si vous n'envisagez peut-être pas de modifier quelques chartes pour pouvoir participer à ces concours, car une fois arrivé dans ces filières, ce genre de concours nous est totalement fermé. Ce que je trouve quand même assez dommage, et vu que nous sommes quand même tout de même assez jeunes pour pouvoir passer le concours, c'était là ma question. Comme je le dis tout à l'heure, vous êtes près de 7000 jeunes dans 121 métiers différents. Et on est obligé d'avoir un règlement assez strict pour les âges, et donc de moins de 21 ans, sauf pour, je crois, 17 ou 18 métiers qui sont des formations complémentaires différentes, où c'est jusqu'à 23 ans. Pourquoi on a demandé 21 ans? On dirait on aurait pu mettre 25, 28, 30, voilà. Non. L'éthique de ceux qui ont créé le concours MAF en 1985, c'était justement de dynamiser l'avenir des jeunes gens qui étaient en CAP, parce qu'à l'époque, c'était plutôt les CAP qu'autre chose, de manière à leur faire comprendre qu'il fallait faire de la compétition professionnelle pour évoluer plus tard dans leur métier. Et donc, notre concours est resté un concours de jeunes gens, moins de 21 ans, puisqu'on estime que dans beaucoup de jeunes apprentis qui concourent, ils ont quelquefois 16, 17 ans. Moi, le plus jeune, l'année dernière, je crois qu'il avait à peine 16 ans, puisqu'il avait fait une année préparatoire à 15 ans. Et les jeunes gens qui ont 16, 17, 18 ans,
c'est pas du tout le même mental que ceux qui ont 22, 23, 25 ans. Ils ont mûri, heureusement pour eux, d'ailleurs. Mais c'est plus la même dynamique. C'est des gens qui sont devenus adultes, c'est différent. Alors, il y a des concours pour votre âge, il y en a plein, vous en aurez pendant des dizaines d'années. Mais celui-là, il est quand même réservé aux tout jeunes gens, parce que nos anciens l'ont créé comme ça, et on tient beaucoup à ce qu'il reste justement pour les gens de moins de 21 ans, de manière à ce que ces jeunes gens puissent continuer la compétition après, et qu'ils ne soient pas mis en compétition avec des gens qui ont 5, 6 années de plus qu'eux, voilà, où c'est plus du tout la même course. Ce qui ne veut pas dire qu'ils aient moins de chance. Souvent, on a de très bons résultats dans les âges. Les âges, c'est 17, 18 ans. C'est là où on a le plus grand taux de réussite. Pourquoi ? Parce qu'à 17, 18 ans, vous ne craignez rien encore. Vous avez le temps de refaire plein de choses. Mais plus vous prenez des années, plus vous avez peur de faire quelque chose. Alors là, ça commence à se compliquer un petit peu. Et c'est pour ça que ce concours reste un concours de jeunes gens. Et on ne peut pas changer. Alors, la question a été posée maintes et maintes fois, et tous les conseils d'administration successifs, depuis je suis président, mais même avant, non, il faut absolument que ce reste un concours pour des jeunes qui vont évoluer. Voilà, c'est pour ça. Maruru. Et du coup, pour des jeunes peut-être un peu plus âgés, 22, 23, 24 ans, qu'est-ce que vous conseilleriez peut-être, Gérard ou Jean-François, comme type de concours à regarder, à tenter de faire dans les métiers qui sont les nôtres ici en Polynésie ? Alors, il y a beaucoup de concours qui se disent publicitaires, c'est-à-dire des grandes marques comme Président, comme d'autres, qui organisent des concours qui sont très bien faits, avec des gros moyens, et qui sont très bien gérés, sur le foie gras, sur autres, voilà. Donc, c'est des concours qui sont réservés à des âges un peu plus que le MAF, par exemple, ou à des écoles. Il y a beaucoup de concours inter-écoles qui existent. Alors, c'est vrai qu'en Polynésie, vous n'en avez peut-être pas encore, mais il y a, je pense, quelques filières de concours de grandes écoles hôtelières à laquelle on pourrait s'atteler, véritablement. Après, il y a des concours de jeunes commis. Il y a plusieurs sociétés qui organisent des concours de jeunes commis. Ça, c'est pareil, jeunes commis, c'est plutôt jusqu'à 25 ans, quelque chose comme ça. Après, vous avez les concours plutôt d'adultes. Alors, concours d'adultes, je vois comme le prix Tétinger, comme le Prosper Montagnier, comme le Trophée National, qui sont des concours plutôt adultes en préparation du concours MOF. Parce que vous allez avoir de grosses organisations de préparation et ça vous met un petit peu en compétition pour préparer le MOF quelques années plus tard. À chaque âge, il y a plein de catégories. Alors, bien sûr, ils ne viennent peut-être pas jusqu'à la Polynésie, mais je pense qu'il y en a certains sur lesquels on peut s'accrocher. Et du coup, comme tu disais, Gérard, tout à l'heure, parce qu'il parlait des concours entre écoles, peut-être essayer de revitaliser ce concours entre écoles du Pacifique ? Oui, moi, ça fait... Écoutez, depuis 2019, j'ai quitté la Polynésie. Bon, après, je ne sais plus très bien ce qui s'y passe en termes de concours. Mais pour rebondir à ce que tu demandes, tu as les championnats de France de boulangerie. C'est par équipe, c'est une équipe de 3, viennoiserie, pain et décor. Vous formez un trinôme, un trio, et puis on y va. Voilà, ça existe. Ce qu'il faut, c'est se renseigner, bien se renseigner, voir avec ton professeur. Il va t'aiguiller sans problème, je pense. Il me semble. Oui, concernant le Pacifique, oui, je ne sais pas du tout. Il faudrait demander ça à Yves Dieras, parce que je crois qu'il a participé à la dernière édition. Je ne sais pas. Enfin, nous, on a participé à une des premières, pour la Polynésie, que l'on a gagnée d'ailleurs. Tout va bien. Voilà. 2005. Ok, Maruru. Merci à vous toutes et tous. On va conserver Théao et Jean-François et on va remercier les autres pour céder la place à de nouveaux intervenants. Vous pouvez les applaudir encore une fois.
Et donc on va passer du concours, dans cette seconde table ronde, à une autre notion qui est celle du label d'excellence. Et donc pour parler et échanger sur ça, pour compléter déjà nos deux chefs qui sont ici présents, je vais appeler Tereva Galopin, chef et propriétaire du restaurant Le Sully, maître cuisinier. Et bien Morgane Richard, chocolatière et productrice de cacao. Bienvenue à vous deux. Donc un peu comme les concours, on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de concours, difficile de s'y retrouver, de s'y reconnaître. C'est un petit peu la même chose avec les labels. Il y a énormément de labels, nationaux, régionaux, internationaux, des labels plutôt écologiques, des labels sur le goût, des labels sur les pratiques. Et donc selon vous, en fonction de la clientèle résidente et touristique qui est quand même importante dans nos établissements ici en Polynésie française, quels seraient peut-être les labels qui auraient du sens ici sur lesquels travailler ou à développer? Au niveau des labels, en fait, ici, il n'y a pas vraiment de label qui existe. On essaie de mettre en place un label pour la signature culinaire polynésienne. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dedans? Voilà. En fait, on est en train de définir ce label-là et essayer de tracer les grandes lignes, en tout cas. Et ce qui est important avec ce label, c'était que d'avoir un trait caractéristique de la cuisine polynésienne. Quand je dis cuisine polynésienne, c'est la cuisine de notre temps. Ce n'est pas la cuisine d'il y a 50, 60 ans. Ce qui est important aussi, c'était de voir quand même l'apport de la cuisine française en Polynésie. Et il faut s'appuyer dessus parce que c'est quand même on a accès à des référentiels et reconnu par le monde entier, qui a fait déjà son job au niveau du monde. C'est sûr qu'on est loin de la France, mais on peut l'avoir assez facilement. Et c'est aussi notre héritage. On est polynésien, c'est vrai, mais on est français aussi. Ce qui est important, c'est d'avoir une vision assez large de cette cuisine qui a été aussi alimentée par les migrations, parce qu'il y a une grosse communauté de Chinois en Polynésie qui sont venus là pour l'agriculture ou les minerais. Et l'idée, c'est de mettre ce label en avant pour que les apprenants puissent accéder à ils disent des colorations de formation. C'est que ce qui est dommage dans notre lycée hôtelier, c'est que la plupart ne connaissent pas du tout comment on fait, un truc simple pour moi qui représente la Polynésie, le matinto. Je défie quelqu'un à me faire un vrai matinto, quoi. Alors que ça représente la Polynésie de nos jours. Il y a des techniques chinoises dedans. Il y a des techniques italiennes en importation de pâtes. Il y a de la découpe à la française. Il y a des produits aussi européens. Et c'est ce qui, en tout cas, ça ressemble à notre pays. C'est un peu un plat cosmopolite qui n'est pas appris au lycée hôtelier parce que de toute façon les référentiels sont français. Ça, c'est pas un problème. Mais ce qui est dommage, c'est que ces plats-là risquent peut-être de disparaître dans quelques générations parce que il n'y a pas de perpétuité il n'y a pas en tout cas de transmission de la préparation, de la recette. C'est pas que ce plat, il y a plusieurs plats qu'on pourrait référencer. Mais du coup, on va essayer de mettre en place un label qui permettra de référencer tous les produits des 5 archipels et son utilisation. Et avoir un label pour chaque restaurant qui va permettre aux touristes de se repérer dans certains restaurants. S'ils veulent manger purement de la gastronomie française, ils iront dans les restaurants français, normal, ou qui voudront avoir accès à des plats qui sont de ce type-là. Grâce à ce label, au moins ça sera référencé, il pourra avoir accès par Internet ou par les guides, quoi.
Et l'idée, elle est là, en tout cas pour la signature culinaire. Ok, Maruru, comme on a effectivement la cuisine asiatique, la cuisine chinoise, la cuisine française, d'avoir les vrais contours de la cuisine polynésienne pour nos restaurants, nos tables, nos hôtels aussi, j'imagine, voilà, de pouvoir mieux l'identifier, c'est ça? Oui, c'est l'idée. C'est l'idée d'avoir et que ça puisse permettre de locomotive pour structurer tout le réseau culinaire polynésien. C'est-à-dire au niveau de l'agriculture, de la pêche, des transformateurs, de tous les intermédiaires, avoir des vrais bouchers parce que c'est important, des vrais poissonniers c'est important, des vrais maraîchers c'est important. La difficulté qu'on a de nos jours, c'est vraiment le sourcing. Du coup, tous ces métiers qui sont intermédiaires, c'est vrai qu'ici au lycée hôtelier de Punaouia, on fait beaucoup pour ceux qui sont à la finition, ceux qui sont dans mon monde en tout cas, au niveau des cuisiniers, du service et tout, mais ça pêche beaucoup au niveau du sourcing. Le sourcing, si vous avez beau être le meilleur cuisinier du monde, si vous n'avez pas de produit, vous n'avez pas de produit, vous n'avez rien à vendre, vous n'avez rien à vendre. Enfin, si en tout cas on ne fait pas d'efforts à ce niveau-là, on pourra, même si on parlait de concours et tout, si on n'a pas de produit pour travailler pour les concours, au final on n'a rien. Pour écrire, il faut avoir une feuille, un stylo, et sans produit, on ne peut rien. Du coup, sans agriculteur, sans éleveur, on ne peut rien. Du coup, ça donne une bonne introduction pour donner la parole à Morgane en termes de labellisation des produits polynésiens. Tu peux nous parler un peu de ton expérience et de ton regard ? Oui, bonjour à tous, merci d'être venus. C'est intéressant d'avoir ce genre d'événements, d'intervention, pouvoir rencontrer des personnes du même métier. Donc c'est vrai que pour rebondir sur TAO, effectivement les produits c'est la base. Établir un cahier des charges, pouvoir le respecter, savoir où on va, dans quelle direction on va, comment on travaille ce produit. C'est important aussi. Je sais que dans les grands concours, on privilégie quand même les matières premières de qualité. Ici, on en a plein. On peut en avoir beaucoup. Il faut vraiment pouvoir mettre en place des labels pour nos agriculteurs. Ça nous permet aussi peut-être de stabiliser et d'avoir une fourchette de prix locale avec telle ou telle qualité et éventuellement pousser nos agriculteurs à faire mieux, toujours plus, comme dans notre métier, c'est toujours plus. Et être sûr d'avoir des bons produits. Donc les labels, ça peut être AOC, AOP, il y en a plein des labels différents. Je sais qu'il y a BioPacifica, il y en a plein ici. Il y en a qui manquent. Ce serait bien de pouvoir en avoir. AOP, AOC, par exemple, ce sont des labels qu'on trouve assez régulièrement en métropole et même sur des produits de la grande distribution. Pourtant, nous, c'est vrai qu'on est très loin. Il y a très peu de gros producteurs ici, donc plus difficile d'établir des labels. Mais je pense qu'en travaillant tous ensemble, en se réunissant entre professionnels de l'alimentation, on peut réussir à trouver une petite faille dans leur cahier des charges et pouvoir y rentrer et en faire bénéficier nos agriculteurs, éleveurs, etc., et transformateurs. Maruru, du coup, tout autre type de label, Tereva, toi tu es allé chercher un titre, celui de maître cuisinier, déjà peut-être nous expliquer ce que c'est et quel a été l'intérêt pour toi et pour ton établissement peut-être ? Bonjour à tous déjà, bonjour aux professionnels, je voulais remercier surtout les professionnels, l'école, les profs et vous l'avenir, parce que c'est grâce à vous qu'on fait tout ça, c'est grâce à vous que ça fonctionnera encore demain et c'est grâce à toute cette énergie qu'on va pouvoir faire quelque chose. Je voulais revenir d'abord sur les concours avant, les concours sont très importants. Pour vous les jeunes, l'avenir est à vous, nous on est là pour vous accompagner, on a la chance de recevoir des gens à l'international, d'Europe, des professeurs aussi qui sont quand même très impliqués. Et des professionnels qui sont là pour vous accompagner dans le professionnalisme. N'oubliez pas que le plus important, c'est de trouver ce que vous aimez et que quand vous avez trouvé ce que vous aimez, on ne le sait pas forcément, mais on découvre au fur et à mesure, il faut être acteur de sa vie et pas spectateur. Et c'est en trouvant en général ce qu'on veut faire qu'on est plus facilement acteur que spectateur.
Ensuite, pour les labels, il en existe quand même. Il y a déjà Made in Tahiti qui est plus ou moins connu et il y en a d'autres encore à monter. Le label est un peu la référence qui vont nous guider, qui vont guider le grand public sur une qualité proposée, sur un processus respecté. Et je trouve que c'est important qu'on les développe parce que ça permet aux consommateurs de comprendre pourquoi ce tel ou tel produit est plus cher. Tout simplement parce qu'il a été sélectionné sous un label et qui garantisse une qualité. Il y a pas mal d'acteurs qui essayent de se mettre en place, comme notamment la chocolaterie by M. Malheureusement, c'est un ensemble, c'est-à-dire qu'elle va travailler un produit fini, mais on a besoin de tout ce qu'il y a autour, aussi bien celui du packaging, aussi bien du producteur, aussi bien de la livraison, aussi bien tout ça. Donc il existe plusieurs métiers qui gravitent autour. Et c'est pas parce qu'on n'aime pas faire du chocolat qu'on peut pas le livrer ou qu'on peut pas connaître sa qualité pour pouvoir le développer et faire en sorte que Tahiti, parce que tout un pays est derrière vous quand vous passez des concours ou quand vous respectez un label ou quand vous faites connaître notre pays à l'international, il y a quand même un pays derrière vous, il faut être fier de tout ça. Il faut être fier de votre parcours et comprendre qu'il y a encore pas mal de boulot à faire et qu'il y a tout un ensemble derrière avec ceux qui ont été décorés, il y a quand même des profs derrière, il y a une structure qui a été mise en place et tout ça, c'est un ensemble et pour vous, pour la jeunesse et pour que vous soyez acteur de votre vie. Ensuite, j'ai été récemment décoré, c'est pas une décoration, on va dire que le MOF est un concours, et MCF, c'est les maîtres cuisiniers de France, c'est un parcours. C'est-à-dire que je tiens une boîte depuis 10 ans, 11 ans bientôt, une deuxième boîte depuis 8 ans, sans aucune prétention d'avoir des étoiles ou autre. Mais la difficulté de mon travail, c'est d'avoir une régularité aussi bien avec des produits locaux, qui est difficile à trouver. C'est pour ça que depuis 5 ans à peu près, ou 6 ans, 7 ans, on fait le marché avec TAO tous les dimanches, et d'autres restaurateurs qui se joignent à nous de temps en temps, pour justement développer le métier des pêcheurs, le métier des agriculteurs, voir avec eux. On essaie même de faire des petits films tous les dimanches pour les faire connaître, pour qu'eux aussi soient contents de vendre leurs produits, pour qu'eux aussi, il y ait cette synergie entre les deux. Aussi bien le pêcheur qui part toute la semaine pour approvisionner le marché, et nous, bien sûr, à nous de le mettre en valeur. Mais sans eux, voilà, comme dirait Théao, ça va être compliqué de mettre des produits locaux en valeur si on n'accompagne pas, et si on les a pas, tout simplement, sur le marché. Donc voilà, tout ça, c'est un ensemble. Tout ça, c'est pour vous. Quand je dis vous, c'est la jeunesse de demain. C'est pour vous. En fait, on a besoin de vous. Vous avez besoin de vous-même aussi. À vous de vous donner les moyens d'y arriver et surtout de plus être spectateur. Il faut vraiment être acteur. Et c'est pas parce qu'on a un mur en face de nous qu'on recule un peu que c'est pas plus facile de réattaquer pour mieux sauter et avancer. Ça va vous permettre aussi de comprendre que vous aimez, que la passion arrive, ou tout simplement que vous allez prendre une tangente qui vous plaira un petit peu plus et vous aurez perdu moins de temps. Donc voilà pour les labels, et heureusement qu'il y a des personnes comme vous, enfin comme nous, mais comme aussi vous, par rapport au développement du chocolat. Je trouve un projet super sympa, pas seulement produits travaillés, mais tout ce qu'il y a autour. Elle a essayé de développer et de rassembler des agriculteurs qui s'y mettent petit à petit. C'est difficile aussi pour eux, parce que je pense pas qu'ils connaissent le chocolat comme d'autres pays qui le travaillent depuis des années. Mais voilà, c'est un travail à long terme, où on a vraiment besoin de tout le monde, dont des labels qui peuvent aiguiller et faire comprendre au grand public pourquoi tel chocolat ou telle matière est primée, est plus chère ou moins chère. Et au moins, ça donne une idée au grand public de la qualité proposée grâce au label. Oui, parce que chaque année, je parle en néophyte, on n'y connaît pas grand-chose, mais chaque année, on voit, par exemple, au concours de l'agriculture nationaux, au salon de l'agriculture, avec les concours, qu'il y a quand même beaucoup de produits polynésiens qui sont décorés, qui sont primés, qui sont récompensés. Donc, on a le sentiment quand même qu'on a une production polynésienne assez haut niveau, mais tu avais l'air de dire, Thiao, que ce n'était pas forcément encore totalement le cas. Qu'est-ce qu'il faudrait pour arriver à mieux le structurer et pouvoir, du coup, s'appuyer là-dessus pour vraiment aller plus loin dans ta signature, notamment, que tu évoquais ? Enfin, il y a quand même beaucoup de choses à structurer.
Déjà, il faut des personnes passionnées, ça c'est une certitude. Et quand on parle de produit, on oublie toujours derrière qu'il y a toujours quelqu'un. En fait, derrière un produit, à part si on le prend à l'état sauvage, il y a toujours une personne. Ce qui est important, du coup, c'est le lien entre les personnes. La cuisine, de toute façon, elle fait le lien entre chaque personne. Et pour avoir des bons produits, il faut avoir des bonnes personnes derrière qui ont des exigences bien à eux, mais qui impactent en fait sur toute une population. On a de la chance quand même d'avoir Morgane, en tout cas en Polynésie, parce que son travail est exceptionnel pour moi. Et je trouve dommage que la plupart des personnes ne s'en rendent pas compte de l'attractivité qu'il peut y avoir à travers cette personne et pour la filière qu'elle prône. Il faut quand même se rendre compte qu'il y a 10 ans de cela, on n'a pas de chocolat en Polynésie. Et maintenant, on a un chocolat d'exception. Même avec les fèves qu'a fait venir des Vanuatu, c'est quand même une maîtrise qui est... En tout cas, pour ma part, en Polynésie, je trouve ça... j'ai pas de mots, je veux juste que la population sache qu'on a quelque chose de très important qui est en train de se passer en Polynésie, qu'on a besoin de leur soutien, parce qu'il faut la soutenir dans son projet, parce que c'est vraiment, pour moi, en tout cas, un projet qui peut quand même aboutir à une filière importante en Polynésie, comme le rhum l'a fait avec l'importance que ça a maintenant. On peut le faire au niveau du chocolat, que la vanille a perdu de vue, parce que quand on voit qu'on ne produit que 5 tonnes par an, c'est OK, on a la meilleure vanille du monde, mais quand tu vois qu'il y a un label qui s'appelle Vanille Bleue de Tahiti, qui vient d'Indonésie, qui est 2 fois plus grande, qui produit 2 fois plus, et qui la qualité est pas très très loin de la nôtre, on se dit quand même qu'on est un peu à la ramasse. Parce que là, le taf a déjà été fait au niveau de la visibilité mondiale. Nous, derrière, on n'arrive pas à suivre la cadence. On n'arrive pas, alors qu'on a un produit qui est présent dans le monde entier, où tous les Polynésiens sont fiers d'avoir cette vanille-là d'ici, et c'est même pas un vrai label. C'est juste une appellation qui n'est même pas protégée. C'est pour ça d'ailleurs les Indonésiens peuvent appeler aussi la vanille de Tahiti, parce qu'ils ont pris les pieds, ils sont venus chercher nos pieds ici, à Taha d'ailleurs, et ils ont ramené chez eux, ils ont fait de la vanille. Bon, au niveau des labels, il faudrait qu'on fasse beaucoup plus d'efforts, un effort plus conséquent, qu'on essaye de protéger ce qu'on sait faire, parce que quand même là, la vanille, c'est un savoir-faire qui date depuis un certain moment ici. On n'arrive pas à la transmettre, on n'arrive pas à la protéger et on n'arrive pas à la faire évoluer. On est mauvais partout. D'ailleurs, on a besoin des jeunes, parce que c'est comme je vous dis, on a besoin des cuisiniers qui vont mettre en avant la vanille, ou des boulangers, des pâtissiers, ou même des hôtels où à la remonte des produits dérivés, des choses comme ça. Mais au niveau, il faudrait aussi qu'on s'occupe de la production, tout simplement, quoi. Que les apprenants veulent aller vers ces filières-là, qui sont, c'est vrai, moins glamour. Et à nous aussi, les restaurants, les hôtels, de mettre en avant... moi, je suis pour, sur ma carte, de mettre en avant, on va dire, la vanille. Je préfère mettre la vanille de chez Monsieur Tel que mettre vanille de Tahiti. Pour moi, vanille de Tahiti, ça... De toute façon, on est dans notre pays. Qu'est-ce que c'est... Alors que quand on met en avant le producteur, au moins, il sait déjà pourquoi il travaille, quelle est la finition qu'on fait avec ses produits, si on respecte déjà son produit. Mais on pêche beaucoup, en tout cas, au niveau, toujours pareil, au niveau de la production. Et là où c'est vraiment flagrant, c'est vraiment sur la vanille de Tahiti, où ils ont déjà fait le job, mais on n'arrive pas à suivre au niveau productivité, quoi. Maruru, pour ces éléments, peut-être Jean-François, lié à ton expérience peut-être au Ritz plus qu'au MOF, on a un certain nombre de très beaux établissements hôteliers ici en Polynésie française, je ne vais pas en nommer, mais on les connaît tous. Est-ce que, dans ton expérience du Ritz, cette question des labels sont des questions qui sont importantes, qui apportent du prestige supplémentaire aux marques et aux établissements comme cela? Et est-ce que notre hôtellerie haut de gamme est classée en Polynésie française aurait intérêt aussi à apporter une dynamique comme celle-là, selon toi?
Un produit, quand il est bon et bien fait par quelqu'un qui s'acharne à faire une production suivie et régulière, quand vous avez quelqu'un qui vous fournit comme ça toute l'année, vous avez intérêt à le garder, quel que soit le label qui peut être attaché. Comme le disait, il y a toute une filière à peut-être organiser, qui n'est pas organisée en Polynésie. Pourtant, il y a beaucoup d'atouts. Je pense qu'avec le ministère de l'Agriculture, c'est un point important à voir pour l'avenir, parce qu'il y a certainement beaucoup de possibilités de faire des cultures, alors on parle de la vanille, mais il y a peut-être certaines cultures maraîchères ou des produits très représentatifs de la Polynésie qui peut être cultivé en nombre et suivi. Et ça, bon, je crois que c'est un gouvernement qui doit prendre sa part importante là-dedans sur la réflexion et l'organisation, bien sûr, concertée avec ceux qui produisent et ceux qui achètent ce produit au quotidien, c'est-à-dire tout le monde de l'hôtellerie et de la restauration. Je reviendrai sur autre chose. Je vois tous ces jeunes gens-là. Est-ce que dans votre famille, on vous transmet les vraies recettes que vos grands-parents ou arrière-grands-parents faisaient? Est-ce que vous êtes au courant de tous les produits qui existent en Polynésie? Est-ce que vous êtes au courant de toute l'évolution de la gastronomie qui a pu se faire dans votre pays? Je suis à peu près sûr qu'il n'y a pas beaucoup de réponses. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut insister. Un pays doit garder son historique et son identité. Et c'est indispensable de répertorier tous les produits, toutes les recettes anciennes, voire nouvelles, refaites, remises à jour de son pays, parce que c'est l'identité même de ce pays. Et c'est une base qui doit être enseignée. C'est même pas simplement la répertorier, mais il doit y avoir un enseignement local de ces pratiques de culinaire, de ces habitudes, et aussi de la connaissance de tous ces produits. Parce que plus ça va, moins on fait de cuisine à la maison, plus ça va, plus on achète des produits tout préparés, et on se fout éperdument de ce qui a pu être la base même de l'alimentation des parents ou des grands-parents. Et sur la vie alimentaire des gens, eh bien, ça a vraiment une grande pression. Hein. Je pense qu'il faut garantir aussi l'alimentation de chacun, et que la Polynésie devrait voir dans le sens de produire dans son ensemble, dans ses îles, plutôt que d'importer énormément de produits qui coûtent beaucoup plus cher d'ailleurs, et qui sont moins à la portée des gens du pays, quoi. Et ça, il faut vraiment faire une étude et un historique de tout cela, parce que ça sera une base solide, justement pour après revoir un petit peu l'habitude alimentaire du pays, avoir aussi la production qui peut se faire dans ce pays, et puis après honorer aussi les gens qui transforment ces produits pour en faire des recettes dans les hôtels et restaurants, et dire, ben voilà, ce chef-là a une pratique très respectable des produits de la Polynésie, et il fait des recettes sur tout ce qu'on a connu dans l'histoire de la Polynésie, et c'est un digne représentant, peut-être à des niveaux différents, digne représentant d'un transformateur, justement pour faire une qualité de plat, de recette, qui est ce que les gens, d'ailleurs, viennent chercher, de toute façon, ici. Vous avez un pays merveilleux, c'est vrai, mais si vous le videz de toute son histoire, de toute son alimentation d'origine, il n'y aura plus grand-chose à voir. Hein. Le soleil, la mer, c'est bien, mais il y a aussi tout ce qui est traditionnel. Et ça, il faut absolument le conserver. C'est extrêmement important. Et ça devrait être enseigné même dans les écoles de cuisine et de formation hôtelière. Maroulou, sur ces questions de label, ou même plus généralement, parmi vous, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'intervenir, de poser des questions, pour ceux qui étaient là depuis le début ou pour nos professionnels? Est-ce que... Oui. Donc, Yorana à tout le monde, merci à tous. Je voudrais juste réagir, si je peux, par rapport aux produits polynésiens. Je suis originaire des Australes. Je suis petite-fille, arrière-petite-fille d'agriculteurs.
j'ai travaillé dans les champs avec mon papa. Et on sait ce que c'est. Dans les années 80, on est venu me chercher pour être au ministère de l'Agriculture de l'époque. Et notre projet était alors que chaque archipel produise ce qu'il faut pour la Polynésie. Tubuai était le garde-manger de la Polynésie. Je disais dernièrement, quand j'entends que 60 tonnes de carottes ont été laissées pourrir dans un hangar, je hurle de colère. Donc, qu'est-ce qui a été mis en place à l'époque? C'était justement que tout ce qui était produit taro, taroua, oufi, tous ces produits-là viennent des Australes, puisque ce sont les Australes qui produisent. Tout ce qui est fruits, c'était les marquises. Donc, tout avait été bien codifié, bien organisé. Et bien sûr, la politique est ce qu'elle est. On change de gouvernement comme on change de... Voilà. Excusez-moi. Et tout est tombé à l'eau. Je retourne plus loin en arrière. Avant 1963, la Polynésie était exportateur de café, de coton, de vanille. Après 1963-65, plus rien. Je dis bien plus rien. Je pense que nos archipels, je ne vais pas parler de Tuamotu, puisque c'est vrai que Tuamotu, c'est tout ce qui est produit de la mer. Mais nos archipels étaient assez riches pour pouvoir proposer sur les tables, même sur des tables de restaurants que nous avons aujourd'hui, à l'époque il n'y avait pas comme cela, les archipels pouvaient proposer. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? Mais on a tué ces métiers. L'argent a tué tous ces métiers. Tubuai produisait des pommes de terre. Nous étions d'ailleurs les seuls sur l'île à aller derrière les agriculteurs récupérer les petites pommes de terre qu'on ne vendait pas, parce qu'on ne fait aucune boîte, voilà. Tout est jeté. Je crois qu'il faudrait revenir à tout ça. Et à ce moment-là, on peut parler de labels. On peut parler de produits du terroir. Vous savez que Tubuai, on est champion du monde de faire des expériences. Des hectares de pommes rouges, vertes, de poires, de prunes. Oui, à Tubuai, ça pousse. Oui, à Rapa, on peut. Mais on n'a fait qu'en expérience. Voilà. Je veux réagir parce que des produits de qualité, nous pouvons. Mais aujourd'hui, oui, on va courir après ces produits. Mais comme l'importateur donne plus d'argent au pays, on ne veut plus d'agriculteurs. Il n'y a plus. Merci. Maruru. Merci Mélinda. Et d'ailleurs, puisqu'on est dans la restauration, on est aussi un peu dans le tourisme. Et juste en témoignage pour compléter, appuyer ce que tu viens de dire, la dernière fois et seule fois, c'était il y a un mois où j'ai bu un café qui était préparé par la pension de famille qui cultive son café, qui le torréfie, qui propose à ses clients de faire son café. C'était à Raivave, aux Australes. Donc il y a encore la possibilité. Oui, vas-y, tu veux réagir? Non, je voulais juste réagir à ce que tu dis, et je trouve ça très juste. C'est vrai que je pense que en Polynésie, maintenant, on est dans une autre dynamique, où justement on a des chefs locaux et même internationaux qui veulent mettre en valeur les produits locaux et veulent aider les agriculteurs, justement. Je pense qu'en Polynésie, on a été beaucoup démotivés justement par ces importations.
Il y a eu beaucoup d'importations. Ça a démotivé tout le monde parce qu'au final, on se rendait compte que c'était grosso modo le même prix et que plus de conservation sur les produits importés, puisque plus de conservateurs, plus de plein de choses. Là, nous, notre travail à nous aussi en tant que propriétaire d'établissement, de chef dans l'hôtellerie, la restauration, notre travail à nous, c'est de pousser justement nos agriculteurs, les soutenir et d'être présent. Et pour rejoindre aussi un petit peu la question de filière, etc., c'est plus un accompagnement. Nos agriculteurs ont besoin d'être accompagnés et je pense qu'on est vraiment en train de mettre des choses en place, côté gouvernemental aussi, mais nous, en tant que particuliers de l'alimentation et chefs, on essaie vraiment de faire notre maximum pour les soutenir. Donc je pense qu'on est vraiment sur la bonne dynamique et qu'il faut continuer comme ça. Et au contraire, l'établissement de labels, ça peut justement dynamiser cette filière et donner un objectif aussi pour nos agriculteurs. Maruru, est-ce qu'il y a d'autres réactions, d'autres questions? Oui. Philippe Brovelli, j'ai fondé en 1983 le groupe intercontinental Beachcomber et je suis maintenant sur la porte de sortie. Donc, mais je vais rebondir sur deux choses très importantes à mon avis. Vous avez eu un très bel exposé de la part de jeunes chefs, de grands chefs, des gens qui ont fait leur carrière. Et vous avez aussi la force d'entendre des jeunes Polynésiens qui sont aujourd'hui à la tête d'entreprises et notamment de restauration. Je voulais ajouter un volet à ce qui a été dit, là, c'était le volet emploi, embauche. Vous avez dans un pays aussi petit que la Polynésie l'opportunité extraordinaire de toucher à toutes les branches de nos métiers, de l'hôtellerie, de la restauration, du bar. Vous avez des marques internationales qui sont venues, qui sont implantées en Polynésie. Vous avez des opportunités, vous les jeunes, extraordinaires de démarrer là-dedans et de continuer plus loin avec le bagage qu'on vous a donné. Alors on parle de concours, c'est l'excellence. Mais sachez que avant l'excellence, il y a d'abord le démarrage de la vie, le départ dans la vie où on commence à apprendre un métier. Et où est-ce qu'on apprend un métier? Chez les restaurateurs, chez les jeunes restaurateurs qui sont ici, ou chez des vieux hôteliers comme nous. Là, vous aurez toujours une opportunité de vous réaliser, je crois, plus vite qu'ailleurs et plus facilement qu'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on est quand même dans ce petit pays très grand, avec une concentration de marques hôtelières, de luxe, de grand luxe, de moyen luxe, de petit luxe, de pensions de famille, qui donne à chacun d'entre vous, les jeunes étudiants dans cette école hôtelière, aussi une école hôtelière dans un tout petit patelin comme celui-là, c'est remarquable. Vous avez des opportunités, il faut y croire, il faut le vouloir. Moi, je suis, comme je le disais, je suis sur la sortie, mais j'ai vécu en 41 ans de métier ici en Polynésie, cette passion de pousser des jeunes Polynésiens qu'on a vu ailleurs, qu'on voit grandir et qu'on voit aujourd'hui promouvoir le mot Tahiti à travers leur label, à travers leur concours. C'est quand même remarquable qu'un si petit pays que ça puisse mettre au vu et au su du monde entier des gens qui ont fait Escoffier, des gens qui ont fait des concours du MAF, des gens qui pourraient faire autre chose. Ils ont l'opportunité de le faire. Ce que je veux dire, c'est que soyez fiers de faire ce métier. La Polynésie est un métier d'accueil. Vous, les Polynésiens, vous nous avez appris la chaleur de l'accueil, la sincérité de l'accueil. Quand je suis arrivé ici en 82, j'avais pas l'impression que c'était un pays différent d'ailleurs. Or, je peux vous dire, après avoir voyagé autour du monde, travaillé autour du monde, c'est un pays exceptionnel. Vous avez une chance exceptionnelle. Vous avez un outil exceptionnel, des outils exceptionnels. Croyez-y. Foncez dedans, passez tous les concours que vous voulez, mais si vous ne les passez pas, on aura, nous, la place à vous donner dans nos entreprises et vous aurez la chance d'aller ailleurs si vous avez envie d'aller ailleurs. Donc oui, les labels, c'est extrêmement important parce que souvent on est frustré, et j'entendais Théo en parler tout à l'heure, on est frustré dans les hôtels, nos chefs sont frustrés. Je vais parler en 2 minutes de Pierre aujourd'hui, qui est le patron d'Escoffier en Polynésie, enfin président, patron ça n'existe pas. Il a vécu au Brando, il sait ce que c'est que le problème de l'approvisionnement du Brando et des îles. Mais on arrive à faire quand même parce qu'il y a de la volonté de faire et la volonté de bien faire. Et je voudrais juste vous dire, croyez-y, foncez. On a besoin de vous, on a besoin de cette école hôtelière, on a besoin de ce dynamisme que vous pouvez nous amener. Et puis sachez quand même que Tahiti, c'est un nom
réputation internationale, c'est presque un label, Tahiti. En fait, c'est un label. Quand on va ailleurs, on parle de Tahiti, on n'a pas besoin de parler d'autre chose. Ah, Tahiti, la musique, les filles, la bouffe et tout le reste. Et les lagons. Donc vous êtes dedans, vous êtes en plein dans le cœur du réacteur. Servez-vous-en. Amen. Maruru Philippe, je crois que la conclusion est faite. Je vous demande d'applaudir les participants à notre deuxième table ronde. Tu veux dire un mot? Oui, Yorana tout le monde. J'aimerais quand même dire un petit mot pour terminer ces deux tables rondes. En tout cas, Monsieur le Président, voilà, mon cher Jean-Christophe Girardin, donc c'est un grand plaisir, un honneur pour nous de vous accueillir. Voilà, donc pour la deuxième fois, en tout cas au lycée hôtelier, je voudrais saluer tous nos chefs qui sont là, saluer Monsieur Philippe Brovelli. Voilà, donc pour ces mots, j'espère qu'on a enregistré parce que ça mérite en tout cas d'être rediffusé auprès de nos élèves. Saluer notre présidente de tourisme authentique, Melinda, et ainsi que tous les chefs qui sont là, toujours fidèles à nos côtés, voilà, et qui apportent leur soutien à la formation de nos élèves. Oui, le premier thème sur le concours, oui, donc en tout cas depuis quelques années, nous mobilisons nos élèves pour pouvoir passer ces différents concours. En tout cas, l'objectif premier, c'est déjà leur donner confiance en eux. Voilà, leur dire que vous avez, les jeunes, du potentiel, des capacités, et vous avez la chance d'avoir des chefs très talentueux qui sont là pour vous aider, pour vous accompagner. Et c'est ce qui s'est passé. Sur les 5 dernières années, obtenir 5 médailles d'or meilleur apprenti de France, c'est un travail des enseignants, bien entendu, dont je remercie, mais aussi de la part de tous les chefs qui sont là, des maîtres d'hôtel, qui ont donné de leur temps pour venir, voilà, coacher, encadrer, soutenir tous ces jeunes de l'école hôtelière maintenant de Tahiti, t'es préparé. Et en tout cas, on va continuer. Donc, je tire mon chapeau à notre association, les disciples d'Escoffier. Donc, Pierre, notre nouveau président. J'en profite pour rendre hommage à M. Christian Fréchette, qui est un de nos enseignants, malheureusement parti trop tôt. On peut applaudir, voilà. Parce qu'il a su partager, comme beaucoup de nos enseignants, sa passion pour la cuisine, sa passion de l'excellence. Et à travers ce projet-là, donc on a pu mettre en place cette belle association, les disciples d'Escoffier, et envoyer à Bali, il y a 2 ans, donc 2 de nos élèves pour le concours Asie-Pacifique, où un de nos élèves, Thomas, donc, a remporté une des médailles d'or et qui sera convoqué à Paris au mois de novembre pour le concours international. Oui, donc l'excellence, voilà, en tout cas, les concours, on essaie de mobiliser nos enseignants. Là, cette année, on essaie de mettre aussi le cap sur un concours, en tout cas prestigieux de l'éducation nationale, qui est le concours général des métiers, le concours des lycées. Là aussi, ben voilà, on donne à nos jeunes l'envie de s'accrocher, en tout cas d'exceller dans les domaines. Mais en tout cas, j'ai aucune inquiétude. Je pense que voilà, la voie a été ouverte par les anciens là, qui ont décroché, donc avec Maëlys et les autres camarades. Et donc, ça a donné de la confiance aux jeunes Polynésiens en se disant, ben, si mes camarades ont réussi, moi aussi, je peux réussir. Voilà. Donc, je pense que les concours a déclenché chez nos jeunes Polynésiens, en tout cas de l'école hôtelière de Tahiti, une grande confiance en eux. Et voilà, donc les jeunes, il faut s'accrocher, il faut continuer. Et je pense, voilà, vous avez de la chance d'avoir vraiment des enseignants de qualité. On peut les applaudir. Également, des grands chefs qui sont à nos côtés. Voilà. Concernant le label, c'est vrai qu'on ne peut pas travailler sur le label sans en parler et travailler en étroite collaboration avec les producteurs. Donc, depuis quelques années, nous développons des partenariats avec des producteurs, mais également avec la direction de l'agriculture, la direction des ressources marines, parce que la richesse de la Polynésie, non simplement ce sont les fruits de la terre, mais aussi les fruits de la mer. Et là, voilà, on a effectué avec les enseignants des travaux de recherche sur le Parapewe,
Parapéoué, qui est un excellent poisson. Mais c'est un peu comme ce que tu avais dit, Théo, c'est-à-dire on a des produits comme la vanille, qui est excellent. Là, c'est un produit de la mer, c'est le Parapéoué. Donc il y a des recherches, et pourtant, on n'arrive pas à développer ces produits d'excellence de notre Fénois. Et je pense que c'est ça qui nous manque. Et je trouve que ces tables rondes sont excellentes pour que toute la population polynésienne puisse prendre conscience de l'importance de notre richesse et qu'on puisse mettre le paquet sur la valorisation de ces produits. Peut-être, on aura l'occasion de les valoriser, en tout cas en médiatisant, en diffusant ces tables rondes à la Polynésie. Et après, je voudrais terminer sur la place de l'école hôtelière de Tahiti, Te Parepare. En tout cas, nous avons la chance d'avoir des ateliers pédagogiques. Je rêve, en tout cas, que les ateliers du lycée hôtelier soient des véritables incubateurs de recherche culinaire mis à la disposition des grands chefs, des professeurs du lycée et des élèves, donc sur la recherche sur notre signature culinaire polynésienne. En tout cas, encore bravo pour cette belle initiative et pour votre engagement. Maruru. Maruru. Maruru Pépin, et donc on retient l'idée de Te Parepare TV, alors, ça y est, c'est lancé, et tu dis un mot, et puis après je clôture. Un tout petit mot pour le cœur de chacun. Je voudrais parler à la jeunesse polynésienne qui est là aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à foncer. À votre âge, on peut faire que ça, et vous ne regretterez jamais d'avoir fait quelque chose, peut-être que vous n'aviez pas envisagé quelques années avant. Et puis surtout, faites vos rêves, faites les choses que vous avez envie de faire. C'est très important. Et surtout, soyez fiers de votre pays. Soutenez justement l'histoire de votre pays. C'est très important. C'est très important pour vous parce que c'est vous qui allez être demain peut-être les producteurs, peut-être les agriculteurs, peut-être les hommes politiques locaux de votre pays. Et il faut, vous l'aimer, j'en suis persuadé. Il est très convoité dans le monde entier, votre pays, et je pense que c'est à vous aussi, par vos connaissances, par vos attitudes, à le protéger. Vous devez le protéger, votre pays, et le développer. Je crois que c'est le challenge de toute votre génération. On voit les choses autrement, comme le disait Madame, dans les années 80, on a peut-être martyrisé l'agriculture. Aujourd'hui, on y revient parce qu'on sait que c'est très important. On sait que c'est important d'avoir une alimentation produite sur place et que quand il y a des coups durs, on l'a vu avec le Covid, quand il y a des coups durs, on est bien content de trouver chez soi, dans son pays, tout ce qu'il faut pour en vivre correctement. Alors, je peux souhaiter que du succès à vous toutes et à vous tous dans vos choix professionnels. C'est très important, mais surtout, soyez fiers de votre pays, de ce que vous allez faire plus tard. Et n'hésitez pas à aider les autres. Ça fait partie de la vie également. Peut-être vous avez dans vos rangs des gens qui n'ont pas forcément la chance que vous avez. Eh bien, il faut leur tendre la main aussi, parce que la vie, c'est aussi l'humain. Nous sommes des humains, et je pense que c'est comme ça qu'on peut protéger vraiment l'histoire et l'avenir de son pays. Merci à tous. Et donc, pour conclure, il y a eu beaucoup de remerciements. Donc, on s'associe à tout ça, aux professionnels, aux chefs. Merci à l'école hôtelière de nous avoir reçus. Et bien évidemment, merci à l'organisation et la coordination du campus des métiers et des qualifications hôtellerie-restauration pour avoir organisé ces débats qui donc seront les premiers. Il y en aura d'autres, sans doute, dans le genre. Maruru à toutes et à tous. Bonne fin de journée.